Bonjour à tous, je vous propose de commencer, bonsoir à l'heure, à 9 heures. Merci aux Parisiens qui sont venus physiquement dans cette journée où il fait fort vivre de l'Afrique centrale, d'avoir marqué la chaleur moite de cette fin de mois à Paris. Nous sommes accueillis dans les locaux de la Ligue du Rail. Merci à ceux qui sont à distance et notamment nos trois intervenants. C'est la première fois que je fais ça en physique, seul en animateur, et trois intervenants, mais ils sont plus dans le sud que nous, donc ils sont peut-être encore plus chauds. Et on va commencer en faisant un tour de table. Et pour la première fois de ma vie, je fais un tour de table de A à Z. Je vais pouvoir le faire. C'est assez rare. Le sujet du jour de cette commission digitale Luciane concerne les monnaies électroniques de Banque Centrale. Alors, en arrivant, Étienne Géros pensait qu'on allait avoir des conseils sur les bitcoins, parce qu'il voulait investir dans quelques monnaies. Non, non, nous allons parler de choses sérieuses cette fois-ci. Pas de spéculation, mais bien de monnaie électronique de Banque Centrale. Alors, je vous propose dans un premier temps de faire un tour de nos trois intervenants. Je disais de A à Z, donc je fais par ordre alphabétique. Jérôme, peut-être, te présenter. Bonjour, merci de m'accueillir virtuellement. Bonjour à tous. Je suis donc Jérôme Edenbaum, je travaille pour IDEMIA. IDEMIA, donc, c'est une société internationale qui est présente, qui sert en technologie des gouvernements et des entreprises privées, entre autres des banques. Et ça tombe bien parce que quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, on est un peu justement entre le paiement et le gouvernement. Donc, nous offrons des solutions dans ce domaine-là et j'ai eu l'occasion à ce titre de bosser avec un nombre important de banques centrales sur ce type de projet. Merci, Jérôme. Ensuite, nous avons Gilles. Jérôme, je vois, tu es dans le sud de la France. Gilles, tu es dans le nord de l'Afrique. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-Michel pour votre accueil. Effectivement, je suis au sud, bien au sud. Je suis à Casablanca au Maroc, où il fait actuellement 28 degrés, donc une belle température. Et c'est l'Aïd el-Kibir, donc j'en profite pour souhaiter un bon Aïd à nos collègues de confession musulmane. Je travaille pour HPS, donc une multinationale marocaine qui fournit des services de paiement électronique et qui processe également donc des services de paiement électronique pour 450 institutions financières dans le monde, dont certaines banques centrales. Et donc voilà, ça fait une douzaine d'années que je travaille désormais dans ce domaine et j'ai eu l'occasion de travailler sur un ou deux projets de monnaie numérique de banque centrale. Et en tant que directeur de l'innovation, j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de sujets innovants et les CBDC, donc monnaie numérique de banque centrale en anglais, en sont une. Et donc c'est avec plaisir que je vais en discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles. Et puis, pour aller jusqu'au Z, Marouane, et qui est aussi le plus au sud. Donc, on a fait dans l'ordre alphabétique, mais dans l'ordre aussi géographique, parce que tu es encore très, très au sud par rapport à nos amis. Effectivement. Bonjour à tous. Donc, Marwan Zenaghi, je suis senior manager chez Bearing Point au sein de Bearing Point dans l'équipe AID qui est spécialisée dans les problématiques du développement du continent africain. J'interviens en particulier sur les problématiques de paiements digitaux auprès des acteurs du paiement mobile, des banques centrales sur le continent depuis plus de 10 ans. Et effectivement, comme disait Jean-Michel, je me connecte aujourd'hui depuis Madagascar, pays où on accompagne notamment d'ailleurs la Banque centrale sur des sujets de mise en œuvre et de conception de sa monnaie digitale de Banque centrale. Je serais ravi d'en parler plus en détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous avons vraiment la belle géographie à plus de milliers de kilomètres. Je propose de commencer directement par le cœur du sujet et justement peut-être de faire un petit peu une explication de test, parce que tout le monde n'est pas expert des fameuses CBDC, donc monnaie électronique de banque centrale en bon français. Donc peut-être, Barbara, on va commencer par toi, est-ce que tu pourrais déjà nous définir et nous donner les grandes lignes de ce qu'on appelle ces fameuses monnaies électroniques de banque centrale. Alors, pour définir les monnaies digitales de Banque centrale, alors il y a plusieurs niveaux de définition et plusieurs niveaux de difficulté de définition. Je vais essayer de prendre la plus simple et bien entendu, mes collègues pourront compléter au besoin. Aujourd'hui, une monnaie digitale de Banque centrale, eh bien, est une monnaie qui a pour vocation d'être émise et contrôlée par une banque centrale et à avoir a priori le même pouvoir libératoire qu'une monnaie fiat classique. À cela, à la seule différence que elle est émise, elle a vocation dès le démarrage à être émise sur un support digital.
Donc, quelque part, elle apporte les mêmes garanties et le même pouvoir d'achat que la monnaie classique de la Banque centrale. Là où ça se complexifie, là où on a plusieurs variations qui peuvent exister, eh bien, ça va dépendre largement des choix technologiques qui sont derrière, qui permettent de sécuriser, d'authentifier, voire de tracer l'utilisation qui est faite de cette monnaie. D'accord, je pense que j'espère que tout le monde a compris. Voilà, s'il y a des questions, ça permet de poser le débat. Alors peut-être on va répondre finalement à la question que posait Étienne Giraud, ce président du CIAN. Peut-être Jérôme, quelle différence fait-on entre crypto-monnaie, bitcoin, monnaie électronique de banque centrale? C'est quoi les différences, hein? Toujours, voilà, l'Assemblée ici ne sont pas des spécialistes forcément du sujet, donc je pense que c'est important de poser aussi un peu les éléments du débat. Oui, alors, c'est une très bonne question et vous me lancez sur un sujet qui me tient à cœur. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies? Et c'est exactement le sujet, puisque en fait, en 2008, il y a Bitcoin qui est inventé, qui est créé, on ne sait pas par qui, Satoshi Nakamoto, et qui est une révolution. C'est-à-dire, c'est vraiment une monnaie, ça prétend être une monnaie. Le fait que ce soit pas utilisé comme monnaie aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais ça a été créé comme monnaie avec une volonté de créer une monnaie sans autorité. Et je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une revendication politique très claire, officielle, qui, qui est contre les banques centrales, contre le système financier actuel, donc vraiment avec une mentalité, on va dire, libertaire, anarchiste, monnaie sans autorité, euh, géré par ses utilisateurs, contrôlé par ses utilisateurs, et qui prétend, quand on parle à ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste, un fan de Bitcoin, qui prétend remplacer les monnaies classiques. Un fan de Bitcoin vous expliquera que le dollar et l'euro sont voués à disparaître et qui seront à la fin remplacés par Bitcoin. Un peu plus tard, donc ça déjà, cette idée de remplacer la monnaie centrale, ça fait son chemin et les banques centrales se disent, tiens, il faudrait peut-être qu'on regarde, donc elles commencent un peu à travailler sur le sujet. Mais le vrai coup de canon, enfin la vraie révolution, c'est 2019, quand Facebook, Meta, annonce qu'il va créer sa monnaie. Donc on a une société privée, et quelle société privée? 3 milliards de clients hein, avec les différents services de Facebook, qui annonce tout d'un coup qu'il va créer sa monnaie en concurrence avec la monnaie des États. Donc là, c'est vraiment une révolution. Ça fait très, très peur aux banques centrales. Donc il y a toute une série de réactions du G7, des gouvernements, des banques centrales contre l'initiative de Facebook qui arrive finalement à l'arrêter et le projet est finalement abandonné. Mais les banques centrales ont senti passer le boulet du canon. Et là, on a une accélération très très forte, vraiment qu'on peut dater de 2019, des initiatives des banques centrales en disant il faut occuper le terrain face un peu à Bitcoin, face surtout à des initiatives privées, Facebook aujourd'hui, qui demain, de créer une alternative. Donc il y a deux réponses. Une réponse, comme je l'ai dit, réglementaire, où ils ont réussi par de la réglementation à arrêter le projet de Facebook, et une réponse offensive qui est de dire, ben, pour occuper le terrain, créons cette monnaie numérique. Nous, les banques centrales, c'est notre métier en tant que banque centrale. Donc là, on a plein d'initiatives. On a l'euro digital, le yuan digital. Alors, le yuan digital en Chine avait commencé avant. Quasiment tous les pays, 90% des pays, 90% travaillent sur des initiatives dans ce domaine. Et encore une fois, quand on parle d'innovation de paiement, l'Afrique est bien placée. Aujourd'hui, le plus gros projet, on en reparlera, je pense, le plus gros projet vraiment lancé, c'est le Nigeria, pays africain. Il y a d'autres initiatives en Afrique. Donc, encore une fois, on voit l'Afrique sur ce sujet en point. Donc, les trois types de monnaies, juste pour résumer, les crypto-monnaies, les bitcoins et compagnie, qui sont vraiment des monnaies sans autorité, ce qu'on appelle les monnaies stables, les stablecoins, comme la monnaie de Facebook, qui sont des monnaies privées, créées par des entreprises privées, et les monnaies de banque centrale, qui est la monnaie publique gérée par les banques centrales. Merci. Je pense que c'était important, effectivement, de bien clarifier les différents cas de figure, parce qu'on a trop fait de les confondre, en effet. Alors, on a compris qu'il y avait des acteurs privés, des acteurs publics, mais au final, je vais poser la question à Gilles, aujourd'hui, quels sont un peu les principaux acteurs du marché, finalement, des monnaies électroniques de banque centrale?
Certes, je pense que tu vas nous parler de l'HPS, mais au-delà, quels sont ces acteurs aujourd'hui? Qui sont les acteurs de ces monnaies électroniques de banque centrale au niveau global? Et puis, bien sûr, après, on va focuser sur l'Afrique. Je pense que c'est passionnant d'en parler, effectivement, et d'ailleurs le contexte s'y prête parce que hier, ça vous a sans doute pas échappé, donc le Conseil européen a déposé un paquet de monnaie unique qui, pour le futur euro digital, je me déplace pendant quelques instants sur la zone Europe, garantit à la fois le fait que le cash continuera à être utilisé pour pouvoir permettre notamment les populations les plus défavorisées à pouvoir payer, mais qui ouvre, on va dire, une possibilité pour la Banque centrale de lancer un euro numérique dans quelques mois. Donc, on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui. La date a très, très bien été choisie. Et donc, oui, Jean-Michel, tu le disais il y a quelques instants, il y a beaucoup d'acteurs. Je vais revenir effectivement sur les éditeurs. Mais d'abord, je voudrais parler d'un quatuor qui est la Banque des règlements internationaux, donc l'espèce de banque des banques centrales, le Fonds monétaire international que tout le monde connaît, la Banque mondiale et le Conseil de stabilité financière qui travaillent tous les quatre main dans la main pour lancer une plateforme d'interopérabilité entre les futures monnaies numériques de banque centrale. Ces monnaies numériques, Marwan l'a dit vraiment en introduction, encore aujourd'hui, on va parler dans quelques instants des monnaies numériques de gros, des monnaies numériques de détail, mais encore aujourd'hui, il n'y a aucun standard. Si on interroge une dizaine de personnes, on peut avoir potentiellement 10 définitions différentes. Et on voit bien l'intérêt, Jérôme en a parlé il y a quelques instants, l'une des menaces, il a parlé de Facebook, il a parlé de Libra, l'une des menaces c'était de dire bah, je vais lancer Libra, ça va être une monnaie mondiale unique qui va permettre de faire des transferts instantanés, gratuits pour tout le monde. Bah, ça c'est une super promesse. Mais ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas cette interopérabilité et si chacun lance, si chaque pays lance, chaque marché lance sa monnaie dans son coin. Donc cette interopérabilité est cruciale et je pense que donc ce quatuor l'a très bien vu. Il souhaite mettre en place un registre qui soit unifié, programmable. On va revenir sur les smart contracts, je pense un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais je pense que cette interopérabilité est quelque chose qui est extrêmement importante, notamment pour, on va dire entre guillemets, la phase 2, qui sera les transferts internationaux et donc les branchements entre ces différentes monnaies numériques de banque centrale. Voilà. Après ce grand quatuor, on a effectivement donc des éditeurs de solutions, des fournisseurs de services de paiement ou de technologies de paiement. Ben, on a naturellement IDEMIA, on a naturellement HPS qui proposent aux banques centrales des solutions pour pouvoir émettre non plus donc du cash, la monnaie fiduciaire dont parlait Marwan il y a quelques instants, mais l'équivalent de ce cash-là dans un monde d'électronique pour pouvoir permettre des opérations instantanées, plus ou moins traçables, plus ou moins euh, qui respectent plus ou moins, enfin, trouver le bon équilibre entre le respect de la vie privée et évidemment la connaissance du consommateur, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, ce sont des solutions qui sont techniquement complexes. Et donc, c'est pour ça il faut passer par des éditeurs qui ont de l'expérience. Et puis, à côté de ça, on a des éditeurs qui sont peut-être de taille un peu plus humaine, qui proposent aussi des solutions intéressantes. On parlait tout à l'heure du lancement de la monnaie électronique au Nigeria, qui a été faite par un éditeur, on va dire, de taille humaine. Je pense par exemple eCurrency, Beating, Prosperous, etc., qui ont des solutions sur des piles technologiques probablement récentes et donc des solutions qui sont très clairement intéressantes. Et puis évidemment, on ne peut pas oublier les cabinets de conseil indépendants qui sont importants et qui permettent d'accompagner les banques centrales dans le lancement de leurs projets. Il y a un chiffre que tout le monde connaît, mais que je suis obligé de citer, qui est on a aujourd'hui 9 banques centrales sur 10 qui a annoncé être soit en cours d'une phase pilote ou à minima en cours de réflexion pour le lancement d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc ça fait, c'est un chiffre qui stagne un petit peu, mais voilà, ça fait des années que d'année en année il grossit et on sait que très rapidement ça va grandir, notamment potentiellement sous l'inspiration de gros marchés tels que l'Europe. Merci. C'est déjà un bon chiffre. Alors maintenant qu'on a posé le décor, on s'intéresse à l'Afrique, c'est quand même notre sujet ici, l'Afrique.
et qu'on regarde plus précisément où en est l'Afrique. Alors, peut-être, Jérôme, commencer par un petit panorama. Finalement, quand on parle monnaie électronique de banque centrale, on a déjà évoqué, mais est-ce qu'il y a des projets en Afrique? Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose dans deux pays ou aujourd'hui dans tous les pays africains? Est-ce que c'est un nouveau leapfrog pour l'Afrique, cette monnaie électronique de banque centrale? Oui, donc en Afrique, encore une fois, il y a, enfin, comme Gilles l'a dit, il y a la plupart, au niveau global, la plupart des pays, 90% des banques centrales ont des projets. L'Afrique ne fait pas exception, au contraire. Si on regarde les pays les plus avancés, vraiment les pionniers, ceux qui ont déjà lancé, on a des petits pays dans les Caraïbes, petits en taille, et on a un pays majeur qui est le Nigeria, donc pays africain. Je mentionne aussi la Chine. Alors, c'est plus dur de savoir ce qui se passe exactement en Chine. Donc, ils ont été très pionniers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement récemment. Il n'y a pas de lancement officiel. Mais pour revenir à l'Afrique, donc on a le Nigeria qui est clairement en avance, qui a lancé son e-Naira, son Naira numérique. Donc, c'est une société qui s'appelle Bit, qui a fait l'infrastructure, avec évidemment pas mal de partenaires pour la Banque centrale. C'est en lancement, donc l'utilisation évidemment est, commence à croître. C'est quelque chose, c'est dur de changer les habitudes de paiement des gens et ça prend du temps. Évidemment, il y a des motivations claires de la Banque centrale. Chaque banque centrale a sa motivation et on ne va pas avoir les mêmes partout. Par exemple, si on parle de l'Europe, la Banque centrale européenne, très clairement, il y a euh, une volonté de souveraineté, comme j'ai parlé de Facebook Libra avant, ils s'en souviennent. Donc, il y a vraiment au cœur une volonté de souveraineté également d'indépendance vis-à-vis de Mastercard Visa. Au Nigeria, on va beaucoup parler de lutte contre le crime, lutte contre l'argent black. Donc, il y a une volonté de démonétisation. Donc, le gouvernement, enfin, la Banque centrale a essayé de limiter les retraits en cash. Tout ça, c'est assez difficile à faire. Ils ont limité les retraits en cash. Les gens se sont rabattus donc de Naira. Les gens sont rabattus en disant, pardon, important, en disant utiliser le Naira, volonté de pousser les gens vers le Naira numérique. Mais c'est pas si simple puisque les gens se sont rabattus entre autres sur du dollar et accessoirement un peu sur du Bitcoin avec une chute du Naira. Donc on voit que c'est quand même des sujets compliqués. Comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. Mais il y a cette volonté quand même, ce côté très pionnier du Naira, de la Banque centrale du Nigeria, CBN, de lancer ça. En dehors du Nigeria, ben, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a le Ghana qui fait des choses intéressantes, l'Afrique du Sud, Maurice, Madagascar, dont on a parlé. Donc, tout ça, et je ne les cite pas tous, hein, de très nombreux pays, la Tunisie. Donc, on a beaucoup d'initiatives. Également, une volonté qu'on retrouve dans les économies émergentes de bancarisation, d'inclusion financière. On pense que si elle est bien conçue, une monnaie numérique de banque centrale peut vraiment faciliter l'inclusion financière en baissant les coûts, typiquement. Si on a des personnes, des citoyens qui ont des très faibles revenus, ça va être très difficile d'aller les chercher avec des solutions financières anciennes, typiques, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. C'est pas faisable financièrement. Avec les technologies des monnaies numériques de banque centrale, des CBDC, ça devient possible. C'est des technologies qui peuvent tourner à très bas coût et donc des gens qui ont des très bas revenus vont pouvoir de cette façon être bancarisés, ce qui est un autre point intéressant pour l'Afrique. Ah bah justement, merci beaucoup. Je voudrais justement qu'on aille un peu plus loin, peut-être d'abord avec Gilles. Quels sont les vrais avantages pour les pays africains d'avoir des monnaies électroniques de banque centrale? Alors, on a déjà entendu parler d'inclusion financière, peut-être développer ce point. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Pourquoi les pays africains sont-ils dans cette aventure? Ah, Jérôme a quasiment tout dit, mais oui, oui, non, effectivement, l'inclusion financière, bah, c'est le Saint Graal, entre autres, du continent, hein. C'est ce pourquoi beaucoup de nous travaillons, faire en sorte
de permettre aux populations qui en sont actuellement exclues, donc notamment, comme l'a dit à l'instant Jérôme, les populations qui sont avec les revenus les plus bas, à pouvoir avoir un accès minimum à des services financiers pour ne plus dépendre, on va dire, du cash et de sa gestion, enfin et des fournisseurs de services non officiels qui sont parfois de peu de confiance. Donc avoir une monnaie numérique, un cash digitalisé qui soit garanti par la Banque centrale, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que ça permet pour les populations, et on le sait aujourd'hui, les populations, notamment en Afrique, n'ont pas forcément énormément confiance, et c'est peu de le dire, dans les chronique. Il y a des siècles d'utilisation du cash et de culture d'utilisation du cash qui sont derrière. Donc avoir un moyen de paiement électronique qui est garanti par la Banque centrale du pays, et donc on ne prend pas le risque que l'intermédiaire financier fasse faillite et que l'argent disparaisse, c'est quand même un élément qui est intéressant aussi. Jérôme a parlé également du coût de la gestion du cash. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, on estime ça à 10 milliards de dirhams chaque année. Ça représente à peu près 0,8% du PIB. Voilà, le cash à manipuler, à faire transiter, à suivre, à tracer, c'est un coût qui est important. Euh, je ne parle pas évidemment des dérives du cash que nous connaissons tous et toutes, bien entendu. Mais surtout, je pense que au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on parle de la rémittance. La rémittance, on le sait, c'est 405, non, c'est plus, c'est 650 milliards de dollars annuels qui transitent chaque année dans le monde. Merci pour. Pardon? Allô. La rémittance, c'est le transfert d'argent international. Je vous entends assez mal, je suis vraiment désolé. Non, je dis juste, je pense que tout le monde a compris, je précisais ce que vous voulez dire Et transferts rémittance. d'argent internationaux, exactement. Non, non, voilà, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un terme un peu barbare, c'est un anglicisme hein, d'ailleurs, je pense, mais voilà, c'est transferts d'argent internationaux, la plupart du temps des pays riches vers les pays en voie de développement. Ça représente une manne extrêmement importante. Et c'est la Banque mondiale appelle de ses voeux depuis un certain nombre d'années à réduire les coûts de la rémittance, à les réduire à 3%, c'est-à-dire 3% pour 200 dollars envoyés, que ça représente maximum 6 dollars 6 dollars de coût, on en est loin aujourd'hui. On en est à 6% mondial, au niveau mondial, et vers l'Afrique subsaharienne, on est à 8,2% si je ne dis pas de bêtises. Donc on est plus de 2 points au-dessus de la moyenne mondiale. Et donc tout cet argent, tout ce pourcentage, en fait, c'est des points de PIB en moins, du pouvoir d'achat en moins pour les personnes en situation de difficulté qui reçoivent cet argent. Évidemment, les transferts digitaux et au-delà de ça, les monnaies électroniques de banque centrale ont entre autres pour vocation de pouvoir permettre de réduire ces cours-là et donc de redonner quelques, quelques points de base de pouvoir d'achat aux populations qui reçoivent cet argent. Euh, Au-delà de ça, le versement des aides gouvernementales devrait pouvoir être simplifié par les monnaies numériques de banque centrale, à donner également même la mise en œuvre des politiques monétaires, hein, permettre aux banques un meilleur contrôle sur leur politique monétaire, gérer l'inflation, etc. Ces monnaies numériques de banque centrale, en particulier en Afrique, pourraient avoir cet intérêt-là. Mais voilà, de manière plus générale, on l'a dit, c'est la réduction des coûts et c'est renforcer la fiabilité et l'efficacité des systèmes de paiement électronique. On sait qu'en Afrique, au-delà de l'infrastructure bancaire, nous avons également les institutions de monnaie électronique, les établissements de paiement. La monnaie électronique est extrêmement forte en Afrique subsaharienne, et donc pouvoir compléter l'offre par une monnaie électronique de banque centrale pour pouvoir toujours lutter contre l'exclusion financière pour les populations qui en sont actuellement exclues. Merci beaucoup, c'est très clair. Et puis on voit effectivement tous les enjeux qu'il y a derrière. Enfin, quand on vous entend, le monde est merveilleux, tout ça c'est facile, mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés, est-ce qu'il n'y a pas des risques à mettre en place ces projets? Marwan, est-ce que dans un monde merveilleux où tout est facile, ou au contraire il y a des difficultés, des obstacles, ou même des risques associés à ces monnaies électroniques? Alors, c'est très clair, effectivement, des risques et des difficultés, il y en a énormément.
Pourquoi? Parce que bah, on s'adresse déjà de manière générale à un changement assez profond dans la manière dont les gens changent leurs habitudes, bien entendu, et ça touche bien entendu à l'argent. Donc clairement, le domaine le plus sensible est là où les gens, les citoyens sont les plus averses au changement. Aujourd'hui, si on déconstruit à l'extrême le concept de monnaie, hein, vous m'excuserez, je vais vraiment être caricatural, la monnaie en général est un médium un peu virtuel mais qui s'adosse à la confiance que l'on fait à la banque centrale, à l'intermédiaire, qui fait que l'on croit dur comme fer à ce que vaut ce petit bout de papier et qu'on est prêt à mettre toutes nos économies, tout notre pouvoir d'achat de biens et de services dedans. Quand on parle de CBDC, ça se complique d'autant plus qu'on parle de quelque chose de dématérialisé, de largement nouveau et qui, entre nous bien entendu, n'a pas encore fait ses preuves, n'a pas encore été déployé à une échelle très forte. Donc la méfiance est normale. Au-delà de la méfiance tout à fait naturelle du citoyen, mais ça on y travaille, et surtout qu'on s'adresse à des gens qui aujourd'hui sont en général peu ou pas inclus dans le monde financier réglementé en général, on sait trouver des arguments quand il s'agit de développer ça. On a parlé d'aide tout à l'heure, Gilles en a parlé, c'est une des pistes. Il y a aussi, Gilles a donné un exemple à l'instant, demain on parle de baisser les coûts des transactions pour les acteurs des remittances, pour les acteurs du paiement mobile. Donc ça se fait également au détriment de marge d'un certain nombre d'acteurs et ces acteurs sont souvent averses à la mise en œuvre de ces projets. Parfois, il y a des établissements de monnaie électronique qui ont des marges très confortables dans des pays où le monde bancaire est encore assez limité. C'est en général les adversaires numéro un de ces projets puisqu'ils y voient ici une menace, bien entendu. D'accord, merci, c'est très clair. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit focus sur quelques exemples concrets de projets, alors, différents niveaux, bien sûr, qu'on peut trouver en Afrique. Est-ce que chacun d'entre vous pourriez développer au moins l'exemple d'un projet concret où ça en est, voilà, dans un pays africain? Le premier qui veut prendre la parole, forcément. Je vais commencer. Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est en termes de technologie. Après, je reviendrai sur quelques aspects technologiques, qui est le offline, donc la possibilité de payer sans connexion. Pourquoi sans connexion? D'abord parce que la connexion réseau, alors je vais payer sur un smartphone, c'est sûr que c'est formidable, c'est pratique, il y a une belle interface, mais tout le monde n'a pas accès à un smartphone en termes de prix et puis en termes de culture technologique. Ensuite, le smartphone, il marche avec une connexion réseau et plus que ça, une connexion data, donc qui n'est pas disponible n'importe où. Donc, si on veut faire de l'inclusion financière, si on veut remplacer le cash, il faut que la solution soit aussi bien, et évidemment mieux que le cash. Donc, le cash aujourd'hui marche tout le temps. Il y a du réseau, il n'y a pas de réseau, parce que je suis dans une zone blanche, parce qu'il y a eu une tornade, le cash, il marche toujours. Donc, il est très important que le cash numérique, la CBDC, marche à n'importe quel moment. Donc, la plupart des banques centrales, et d'ailleurs, il y a une enquête de la Banque des règlements internationaux, la BIS, qui, en Afrique, auprès des décideurs des banques centrales africaines, classe le offline comme le critère le plus important. Donc, c'est cette possibilité, même s'il n'y a pas de connexion, de faire une transaction avec une finalité instantanée. Finalité instantanée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète quelque chose, le commerçant ou la personne a l'argent immédiatement. Elle n'a pas besoin de se reconnecter à un réseau après, comme aujourd'hui quand on fait un paiement par carte bancaire, il faut que le commerçant attende que l'argent soit sur son compte bancaire. Là, l'argent est transféré instantanément, ce qui permet d'ailleurs de le retransférer. Je paye un commerçant, le commerçant va faire des courses 1 minute, 10 secondes après, il peut retransférer l'argent qu'il vient de gagner. Donc ça, c'est des technologies un peu avancées et des Comment pays c'est comme... possible? Hein. Comment c'est possible si c'est offline? Eh ben, en fait, il faut qu'il y ait de la sécurité embarquée. Parce que pourquoi il faut se connecter? Il faut se connecter, il faut en gros appeler le serveur, et je simplifie outrageusement, appeler le serveur pour vérifier que tout va bien. Je vous envoie de l'argent, on va vérifier, on va demander au serveur, est-ce que je suis bien la personne que je prétends être? Est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte? Est-ce que je ne l'ai pas déjà dépensé? Donc ça, il va falloir que la décision soit prise localement,
typiquement avec des puces électroniques, des puces sécurisées, donc puces électroniques pour qu'elles puissent prendre la décision, sécurisées pour qu'un petit malin ne vienne pas rajouter de l'argent dessus. Mais ça, c'est des technologies qu'on maîtrise depuis aujourd'hui. Toutes nos cartes bancaires ont des puces, donc c'est des technologies qui sont maîtrisées. Donc c'est ça qui permet le offline. Et le Ghana, typiquement, est un pays qui expérimente le offline avec une solution intéressante pour vraiment vérifier que les paiements entre personnes, les paiements aux commerçants marchent à tout moment. On aime bien dire anywhere, anytime and for everyone. Donc anywhere, anytime, c'est à tout moment, en tout lieu et pour tout le monde, c'est-à-dire avec des solutions également, toujours avec cette inclusion financière en tête. Si on a un smartphone, tant mieux, mais si on a une simple carte plastique, ben, ça marche quand même. Ou un téléphone, on travaille également aujourd'hui sur des solutions qu'on appelle feature phone, donc les téléphones pas smartphones, les téléphones plus simples, euh, qui sont encore très très largement utilisés en Afrique. Je vais me permettre très rapidement de compléter la réponse de Jérôme. Peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent de Monéo. Donc le porte-monnaie, on va pas dire le portefeuille, le porte-monnaie électronique qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vraiment remplacé par les cartes de paiement sans contact. Mais donc Moneo utilisait déjà, sauf erreur de ma part, ce genre de système-là, donc avec ce qu'on appelle dans un jargon un peu technique des éléments sécurisés, où en fait quand on avait dans cette petite carte chargé 50 euros ou quelque chose comme ça et qu'on perdait sa carte, bah, l'argent qui était dans la carte, comme l'argent que vous auriez dans un porte-monnaie que vous perdez, l'argent est perdu. Alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des solutions de paiement, les solutions bancaires aujourd'hui, l'argent est centralisé dans un registre. Et donc, c'est pour ça que ce sont les solutions qui sont en ligne, parce que si vous perdez votre carte bancaire, vous ne perdez évidemment pas l'argent qui est sur votre compte, sous réserve, bien entendu, que vous appeliez pour faire opposition le plus rapidement possible pour éviter toute tentative de fraude. Donc, la technologie, comme le disait Jérôme, il est évidemment chez IDEMA bien placé pour le savoir, est maîtrisée et connue depuis un certain nombre d'années. Oui, merci beaucoup. Et je pense que c'est un très bon exemple parce que ça montre aussi qu'on n'est pas forcément, c'est pas une solution uniquement pour les gens qui habitent en ville, en Afrique, avec des bons réseaux. Marwan, peut-être aussi un autre exemple, un cas concret que tu voudrais évoquer? Absolument. Bah, il me paraît intéressant de faire un petit retour d'expérience sur ce que nous, Bearing Point, avons eu l'occasion de développer à Madagascar pour le compte de la Banque centrale. Madagascar est un formidable terrain de jeu pour la monnaie digitale de Banque centrale, puisqu'il y a tout un tas de conjonctions d'éléments d'opportunités qui fait que la CBDC répond à un véritable enjeu. Tout d'abord, eh bien, il y a toute une économie grise, un pan d'économie grise qui fait qu'aujourd'hui, les Malgaches fortunés ont de plus en plus recours aux crypto-monnaies non régulées pour quelque part sortir leurs avoirs et les sécuriser. D'autre part, c'est un pays où le taux de bancarisation est extrêmement faible. On parle de moins de 7%. Il est carrément anecdotique. À l'inverse, tout ce qui est wallet de paiement digitaux, le paiement mobile, est répandu. Plus de la moitié de la population est équipée. En d'autres termes, le commun des citoyens malgaches est tout à fait à l'aise avec le concept d'avoir de l'argent dans son téléphone. Un des premiers, freins, leviers, c'est qu'ils considèrent que les tarifs sont prohibitifs. On reste sur un pays qui a des gros challenges en termes d'inclusion financière. Et donc, une partie de la population n'est pas adressée parce qu'ils estiment que les coûts sur lesquels, voilà, il y a probablement des marges assez confortables des acteurs restent rédhibitoires. D'autre part, il y a aussi une forte attente de la Banque centrale. On s'est rendu compte en analysant qu'aujourd'hui, le pays le plus proche de Madagascar en termes de besoins de CBDC, eh bien, c'est étonnamment bien les Bahamas. Pourquoi? Parce que c'est un archipel avec des difficultés d'accès. Eh bien, à Madagascar, la connectivité entre les villes est extrêmement compliquée. Les routes sont dans un état assez compliqué. Et donc, la Banque centrale est obligée d'affréter toute une flotte d'avions, petits avions, spécialement pour aller alimenter en pièces et en billets les petits villages voilà, qui sont complètement isolés et qui sont assez mal adressés par les autres acteurs. Donc, il était important de venir remplir bien, ce vide avec une offre qui soit accessible, pas chère, garantie par l'État, qui permet également d'envoyer un certain nombre d'aides et de pensions à une partie de la population fragilisée, qui aujourd'hui est juste complètement
eh bien, oublié par les acteurs classiques de la finance. Donc, c'est remplir un véritable vide et pour le coup, rendre un véritable besoin aux citoyens en l'incluant financièrement. Donc, c'est un projet qui aujourd'hui a fini sa phase de conception et qui va très bientôt, on va démarrer, on l'espère très bientôt, aller sur le terrain pour, au contact de cette population-là, qui est la plus dans les zones blanches, comme on appelle, eh bien, développer les cas d'usage et s'assurer qu'on répond complètement aux besoins avant une généralisation sur le territoire national d'ici à l'année prochaine, on l'espère. Très bien, et merci pour l'exemple, parce que c'est aussi écho à la précédente conférence de la commission digitale du CHAN qui avait lieu en mars dernier, où on évoquait le bilan, enfin, le climat et digital. Et typiquement, dans l'exemple de Madagascar, il juste que le cash, ça a un coût, et évoqué d'ailleurs Gilles, la pression, etc., ça a un coût économique, mais aussi un coût carbone non négligeable. Surtout s'il faut mettre des avions pour envoyer des billets à travers un archipel ou à travers Madagascar, ça pose Et il y a d'autres problèmes. si vous voulez, je vais faire un petit aparté légèrement technique, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous essayer d'aller trop loin. Parce qu'on dit que c'est moins cher, que c'est plus efficace. Gilles parlait des remittances, des transferts entre pays. On peut se dire, mais pourquoi c'est moins cher? C'est une autre solution. Juste un mot technique. La plupart de ces solutions se basent sur ce qu'on appelle des registres décentralisés, plus connus sous le nom de blockchain. La blockchain donc, qui a été inventée par Bitcoin. Très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça supprime les intermédiaires. Si aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de la remittance, je veux envoyer de l'argent de la France vers l'Afrique, il va y avoir un certain nombre d'intermédiaires, et quand je dis certain nombre, selon le schéma qu'on fait, ça va être vraiment un nombre qui peut être important, qui évidemment, chacun va vouloir prendre sa marge. Sur un registre décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais moi, directement de mon wallet, c'est-à-dire de mon instrument, mais qui est sous mon contrôle, je vais envoyer directement à mon correspondant l'argent. Plus aucun intermédiaire. Et ce n'est pas une exagération. Il n'y a plus aucun intermédiaire. Donc on se doute qu'en termes de coûts, grâce à cette technologie, on parle vraiment d'une innovation technologique qui est la blockchain, les registres décentralisés, c'est ça qui permet de vraiment révolutionner les paiements. Libra, donc je reviens sur Facebook, son patron, enfin le patron de Libra, David Marcus, donnait un exemple que je trouve bien trouvé. Il disait avant, envoyer un SMS, envoyer un texte à l'étranger, international, ça coûtait très cher et la fiabilité, on savait que le texte partait, mais est-ce qu'il était reçu? Il fallait croiser les doigts. Et c'était très cher. Avec des applications comme WhatsApp ou Messenger, maintenant, c'est gratuit et c'est très fiable. Donc l'idée de la monnaie décentralisée, la monnaie sur la blockchain, c'est un peu la même chose. C'est vraiment changer de dimension par une innovation technologique et c'est ça qui permet ce dont on parle depuis tout à l'heure, avec ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, donc des coûts beaucoup plus bas, une promesse d'inclusion financière, mais je crois que c'est Gilles encore qui avait mentionné que les intermédiaires ne verront pas nécessairement ça d'un bon œil, parce que évidemment les intermédiaires aujourd'hui font des marges parfois importantes et ils seront des intermédiaires. Bon, merci pour le complément. Gilles, peut-être de ton côté un exemple de cas concret en Afrique? Je pense que Jérôme et moi ont déjà bien couvert le sujet. Moi, malheureusement, il n'y a pas de sujet sur lesquels je pourrais partager qu'il soit confidentiel. Donc, je vais passer cette question, si vous me permettez. Pas de souci. Dans la dernière partie, je voudrais qu'on voit si tout ce qu'on appelle cette monnaie électronique de banque centrale, parce que c'est déjà en soi le premier étage utilisé, ou si on peut aller bien au-delà. Marwan, tout à l'heure, tu faisais le lien avec le paiement mobile. On sait depuis 15 ans que l'Afrique est le continent pionnier sur le paiement mobile. Alors, c'est toujours l'exemple du Kenya, bien entendu, et autres. Mais finalement, est-ce que dans un même pays, avoir la monnaie électronique de banque centrale, c'est pas en tout flot avec le paiement mobile? Est-ce qu'il y a une concurrence entre les deux? Dans ce cas-là, on revient aussi débat à carte publique et carte privée, bien entendu. Ou au contraire, il y a une forme de complémentarité possible entre ces deux outils numériques de paiement. Absolument, c'est une excellente question. Bien entendu, les cas de figure divergent d'un pays à l'autre. Je peux
sans trop dévoyer les éléments un peu confidentiels, le cas de figure auquel on a été confronté à Madagascar. L'idée était d'associer les acteurs du paiement mobile à la distribution de la monnaie digitale de banque centrale. Pourquoi? C'est que le constat qui a été fait et qui a été partagé par eux, aujourd'hui, ces acteurs sont dans une phase où leur business model évolue. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui sont fait des marges que certains considèrent comme indues aujourd'hui, parce que importantes, sur des transactions extrêmement simples. On parle d'un transfert de personne à personne ou un paiement. L'ère où ces acteurs prenaient des marges importantes sur ces transactions-là est aujourd'hui révolue. La preuve en est, des fintechs partout en Afrique ont un succès énorme en proposant des marges largement baissées. Donc, les acteurs traditionnels du paiement mobile sont en train d'essayer de se réinventer et d'aller vers, eh bien, des services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, la frontière entre acteurs bancaires, les fintechs et les acteurs du paiement mobile est en train de s'estomper et on voit ça vraiment à vitesse grand V. Donc aujourd'hui, le cadre d'une négociation et la mise en œuvre d'une CBDC dans un pays, eh bien, c'est un peu de technologie, c'est un peu de stratégie et d'économie, mais c'est énormément de négociations et de mise en place de consortiums, d'aligner tout le monde sur un modèle. Dans un cas malgache, ce qui a été proposé, c'était de permettre à ces acteurs, dans le cadre de leur licence, eh bien, d'offrir des services à valeur ajoutée, à condition d'accepter, de distribuer la monnaie digitale de banque centrale et du coup d'adresser ce qu'on appelle le LIB, le Low Income Banking, donc les segments les plus défavorisés, à des tarifs un peu plus maîtrisés à l'échelle nationale. Donc c'était, j'ai envie de dire, gagnant-gagnant. Ouais, ça montre qu'effectivement, un effet d'entraînement important qui peut avoir lieu. Gilles, si on va au-delà du mobile, on va parler d'inclusion financière et tout à l'heure, tu évoquais les smart contracts. Est-ce que ça peut être une continuation entre ces mécanismes de banque centrale et les smart contracts, peut-être en rappelant en deux mots aussi de manière simple, parce qu'encore une fois, je ne suis pas avec des spécialistes des technologies, qu'est-ce qu'on appelle le smart contract? Oui, bien sûr. Je vais d'abord répondre à la première partie de ta question, l'inclusion financière. J'en parle, c'est mon mantra depuis tout à l'heure. Je pense que c'est un peu notre mantra à tous. C'est clairement un élément important et ce que disait Marouane il y a quelques instants est tout à fait vrai, hein. La monnaie électronique sur la quinzaine maintenant, les 15 dernières années a énormément joué en Afrique subsaharienne. Je vais donner l'exemple des chiffres qui sont donnés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La bancarisation, c'est un petit peu moins de 40% de la population. Et si on rajoute au-delà de ça les institutions de microfinance et les établissements de monnaie électronique et établissements de paiement monnaie électronique, donc principalement, on ne va pas se mentir, les opérateurs téléphonie mobile de ces pays respectifs, on monte à 70%. Donc c'est très très bien, on gagne 30 points. Mais on n'est clairement pas aujourd'hui à 100% pour des raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure, une certaine défiance sur tout ce qui est électronique, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, lancer une monnaie numérique en prenant bien soin d'inclure dès le départ dans la réflexion ces acteurs intermédiaires que sont les banques commerciales et les fournisseurs de services de paiement de tout type, c'est quelque chose qui est important parce que la connaissance du client, le contact avec le client, elle est irremplaçable et je ne vois pas les banques centrales commencer à ouvrir des agences un petit peu partout pour pouvoir faire ça. Euh, et donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, je parlais donc du Quatuor, du Fonds monétaire international, etc., de la Banque des règlements internationaux, qui cherchent à lancer ce registre unifié. Les contrats intelligents, donc les smart contracts, ont un rôle important dans cette plateforme qui est encore à l'état de réflexion, mais qui avance de mois en mois. Et donc, Jean-Michel, tu le disais très justement, il faut redéfinissons rapidement. En fait, c'est un concept assez simple à comprendre. On peut voir ces contrats intelligents qui ont facilement une bonne dizaine d'années d'existence au niveau des crypto-monnaies, entre guillemets, hein. Moi, j'appelle plutôt ça les crypto-actifs, mais qui sont rien de plus que de la programmation des paiements sur des monnaies digitales. J'utilise le mot programmation des paiements. C'est important de faire la distinction entre des paiements qui sont programmables et de la monnaie qui est programmable. En général, quand on parle de l'argent qui est programmable, on parle d'argent fléché. On parle d'argent qui ne peut être utilisé que dans certaines conditions ou qui a une durée de validité, ou
etc., etc. Les pays d'Afrique ont la possibilité de mettre en place, via les monnaies numériques de banque centrale, on ne va pas se mentir, ils ont la possibilité de définir de l'argent fléché, ils ont besoin le choix de le faire ou de ne pas le faire. L'euro digital, pour donner un exemple, s'est engagé à ne pas le faire. Par contre, la programmation des paiements, c'est quelque chose qui est différent. La programmation des paiements, c'est si telle et telle condition sont réunis, alors effectuer telle et telle opération, effectuer tel paiement, transférer une partie de cet argent à tel acteur, une partie de cet argent à tel acteur, proportionnel à la condition, etc., etc. Donc c'est programmer, automatiser les virements, les transferts, les paiements. Directement dans des contrats, donc au final rien de plus que des scripts, des programmes qui sont signés électroniquement, dont on peut garantir qu'ils n'ont pas été modifiés, dont on peut garantir qu'ils n'ont pas été altérés, qui peuvent être plus ou moins publics, plus ou moins transparents, dont on peut également garantir qu'ils respectent la législation du ou des pays dans lesquels ils sont impliqués. Et donc, voilà, ça va permettre d'automatiser, fluidifier, permettre une traçabilité plus importante, une transparence aussi plus importante de ces transferts, qu'ils soient à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et je reviens donc à ce que je disais dans l'introduction. On a aujourd'hui beaucoup parlé de ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale de détail, donc l'argent qui est fait pour la population, pour les entreprises, mais on a également des grosses problématiques sur les monnaies numériques de banque centrale de gros, qui sont faits pour les gros transferts internationaux entre institutions financières qui doivent être débloqués suivant des conditions. Et donc, ces contrats intelligents, ces smart contracts, permettront également, on l'espère, d'améliorer la fluidité pardon, et l'automatisation de ces transferts. C'est très clair. Jérôme, quand on parle d'IDEMIA, je pense souvent à tout ce qui est identité numérique. C'est un autre sujet en Afrique. Je pense qu'un jour, on peut faire la commission sur le sujet. Mais quand on parle, par exemple, des filets sociaux que vous avez payés par les monnaies électroniques de banque centrale, est-ce qu'il n'y a pas une suite logique entre monnaies électroniques de banque centrale, cette numérisation des flux, des contrats dont parlait Gilles, et puis cette question d'identité numérique? Et tout ça, c'est pas finalement un même dessin commun. Oui, tout à fait. Et c'est en ligne avec ce que Gilles et Marwan viennent de décrire, c'est-à-dire que euh, les, les conditions. Alors, déjà, il y a, et surtout sur ce que Gilles vient de dire, ça c'est tout ce qu'on peut faire. Et on voit qu'il y a tout un potentiel. Mais d'un autre côté, il va falloir qu'il y ait un peu de contrôle. Les banques centrales ne veulent pas que tout soit possible. Elles ont peur un peu de la désintermédiation des banques classiques et de risquer, alors je ne rentre pas dans les détails, mais d'impacter l'économie. Une des conséquences, ça va être qu'elles vont vouloir éviter que les gens mettent de l'épargne sur la monnaie numérique de banque centrale. C'est vraiment comme le cash aujourd'hui est justement beaucoup utilisé comme épargne. C'est plus comme vraiment un moyen de paiement avec des petits, entre guillemets, montants, des montants qui correspondent à ce que j'ai besoin de dépenser au quotidien, pas mes économies. Et ça, c'est lié quelque part à l'identité. C'est-à-dire que si j'ai des comptes anonymes et que j'ai envie de faire de l'épargne, je vais me créer 20, 50, 100 comptes anonymes. Et donc, au début, il doit y avoir de l'identité. Mais quand on parle d'identité, après, on arrive sur des problèmes de protection de la vie privée. Aujourd'hui, je peux payer en cash complètement anonymement. C'est un avantage et un inconvénient. Il y a un économiste qui disait que si le cash était inventé aujourd'hui, il n'aurait jamais l'autorisation de se lancer sur le marché. Il n'y a aucun traitement anti-blanchiment. Au contraire, hein, on sait que le crime aime bien le cash. Et avec la monnaie numérique, ça risque d'amplifier ce phénomène. C'est-à-dire que aujourd'hui le cash, il faut quand même le transporter en valise. Si je peux envoyer du cash numérique en ligne de manière complètement anonyme, c'est risqué. Donc là encore, il va y avoir des solutions vraiment avancées. On utilise des cryptographies, des choses assez fascinantes pour avoir le bon contraste entre la protection de la vie privée et l'identité. De manière intéressante, comme ça a déjà été mentionné, il y a la Commission européenne qui a émis hier sa proposition de loi sur l'euro numérique, et il demande ça. Il demande un modèle vraiment similaire au cash. Aujourd'hui, pour retirer du cash dans un distributeur de billets, je dois être authentifié. J'ai une carte bancaire. On sait que Jérôme a retiré tant d'argent dans un distributeur de billets.
Mais après, la distribution est complètement, c'est-à-dire quand je vais donner du cash à quelqu'un, c'est complètement anonyme. Et la Banque centrale, enfin, pardon, sur suggestion de la Banque centrale européenne, la Commission européenne propose de faire quelque chose d'équivalent pour le offline dont on parlait tout à l'heure. Alors pourquoi le offline? Parce que c'est des petits montants, c'est de personne à personne. Donc là, il y aurait une tolérance, aucune traçabilité, aucune. Si quelqu'un veut faire du blanchiment, ben voilà, ok, sur du offline, il pourra continuer à faire du blanchiment. De toute façon, le cash continuera à exister. Donc on voit, quand on parle d'identité, ce problème, cette question, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des solutions, de la protection de la vie privée qui est complètement liée. Voilà, ce sujet-là. Donc, merci beaucoup. Il reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ah, il y en a une déjà. Et je propose de venir ici, comme ça, comme la caméra est bloquée, comme ça, assieds-toi. Quelques questions de la salle. Bonjour, merci beaucoup de ces exposés très intéressants. J'ai au moins 3 questions parce que ça m'a beaucoup interpellé tout ce que vous avez dit. Et évidemment, c'est des questions de néophytes, c'est-à-dire partez de l'idée qu'on ne comprend rien, et comme ça vous aidera à trouver la bonne réponse. La première question, c'est Marwan qui a expliqué au début que ces monnaies digitales des banques centrales étaient un peu une nouvelle monnaie par rapport au système actuel. Moi, instinctivement, je ne vois pas très bien en quoi c'est nouveau, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie matérialisée, tout est scriptural. Et donc, quand même, quand une banque centrale décide de créer de la monnaie, elle va acheter des bons du trésor ou financer des obligations des entreprises, et c'est uniquement un jeu d'écriture. Donc, je ne vois pas vraiment l'aspect novateur de cette monnaie digitale banque centrale par rapport à ce que je viens d'expliquer, par exemple. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez fait un développement sur l'online et l'offline. Et il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Vous dites que ça peut être fait offline. Mais notamment, vous venez d'expliquer, Jérôme, que pour les petits montants, ça garderait l'anonymat, etc. Mais si j'utilise même ne serait-ce que mon portable pour faire un règlement avec un commerçant qui est en face de moi, il faut bien qu'à un moment, il y ait un lien avec une unité centrale. Les portables, il faut d'abord qu'ils conversent ensemble, mais ensuite, il faut bien, me semble-t-il, qu'il y ait quand même un lien quelque part, une transaction qui va quelque part dans une unité centrale, ou par exemple, si je dois avoir un peu d'argent sur mon compte et vous le donner, il faut bien qu'à un moment, le système sache que j'ai cet argent. Donc, je ne comprends pas comment offline, si je suis lié à rien du tout, je ne vois pas comment ça peut marcher. Et puis, troisième question, ce sera la dernière, rassurez-vous, et ça là, c'est juste un petit point pour ma curiosité personnelle, je vais parler de la rémittance. Et j'ai été surpris d'apprendre, vous avez dit ça, que les principaux flux de rémittance étaient entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Moi, je pensais instinctivement que d'abord, les grands mouvements de rémittance, c'était entre les pays développés. Donc, je suis assez surpris de ça. Ah voilà, écoutez, vous avez 3 questions. Ouais, merci, merci Étienne. J'espère que tout le monde aura pas 3 questions parce que sinon on y est encore à 18 heures. On va le faire dans l'ordre. Marwan, peut-être, pour commencer. Très bien, dans l'ordre. Alors simplement pour rebondir sur la première question, je crois que globalement on est d'accord sur la vision. Aujourd'hui, la CBDC est un outil technologique, un formidable outil technologique. La question étant comment est-ce qu'il s'intègre dans la politique monétaire? Toutes sortes de modèles peuvent exister. Je peux vous parler de celui qui est défendu par Bearing Point auprès de nos clients de banque centrale à l'international. C'est d'essayer de disrupter au minimum la politique monétaire. En d'autres termes, c'est de réduire la CBDC à un canal, à un support. De la même manière qu'on a des pièces en métal, des billets en papier, d'avoir une partie de monnaie en circulation équivalente qui serait sur ce support qui est entièrement digitalisé. En d'autres termes, on recommande à nos clients banques centrales eh bien, de n'émettre de la monnaie digitale sous ce support digital que dès lors qu'elle a supprimé son équivalent en monnaie fiat, en monnaie fiduciaire. Ça permet de garder une stabilité. Elle peut limiter, bien entendu, les montants qui sont en circulation, mais de ce fait, voilà, il n'y a pas d'impact sur la monnaie. C'est tout à fait le même type de monnaie, il n'y a aucune difficulté. Donc, je pense qu'on est complètement en phase sur cette vision-là. Et c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. C'est uniquement le support qui change. En tout cas, c'est ce que l'on préconise.
Bon, Étienne est satisfait de la réponse, donc c'est bien. Tu as une bonne note. Jérôme, je pense que la question était pour toi sur la dimension offline. On en parle déjà. Je pense que, ouais, je pense que ça a interrogé beaucoup de monde ici. En fait, la solution est très simple et si mes ingénieurs m'entendaient dire que c'est très simple, ils me massacreraient instantanément parce que c'est un peu compliqué à le faire de manière sécurisée. Mais on va avoir deux wallets, deux portefeuilles numériques qui peuvent prendre, encore une fois, différentes formes. Ça peut être un téléphone, ça peut être une carte, ça peut être un bracelet, un porte-clés, ce qu'on veut. Euh, les deux vont parler. En gros, si le un envoie 5 euros au 2, ben, la balance du premier va baisser de 5 euros et la balance du second va augmenter de 5 euros. C'est ça une transaction offline, sans connexion. Ils se parlent entre eux. Alors, il y a une connexion entre les deux, par exemple en sans contact ou Bluetooth ou par des QR codes. Il y a une connexion entre les deux, mais pas de connexion réseau. Et il y en a, ils échangent des messages pour dire, toi, tu fais plus 5 euros, moi, je fais moins 5 euros. Donc, dit comme ça, c'est très simple. Évidemment, il faut vérifier qu'il n'y a ni création ni destruction, que tout est sécurisé. Donc, derrière, il y a énormément de cryptographie de sécurité pour rendre ça possible. Mais à la base, c'est ça. Moins 5 plus 5. Et de cette façon-là, sans aucune connexion au réseau, on a pu transférer les 5 euros. Et après, ben, il y a des subtilités. Est-ce qu'on reste tout le temps offline, c'est-à-dire à l'infini, on peut faire circuler cette monnaie entre utilisateurs, ou est-ce qu'on exige de temps en temps, juste pour vérifier que tout va bien, de se connecter à un réseau? Ça, c'est des options d'implémentation. Mais comment se fait le transfert? Tu parlais de plus 5 moins 5. Il y a des questions, hein. Alors, soit en sans contact, donc je tape mon téléphone contre le téléphone de l'autre, ou ma carte contre le téléphone de l'autre, soit en scannant des QR codes, donc le commerçant me montre son téléphone, il y a un QR code, je scanne, sur mon téléphone, ça génère un autre QR code, il scanne et la transaction est finie. Autre possibilité, c'est par Bluetooth, il y a même des possibilités par papier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut qu'il y ait d'une certaine façon une communication entre les deux appareils, pas avec un réseau. Exactement. Il y avait encore débat dans la salle, c'est bien ça. Online, parce qu'il y a un réseau 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi. Offline, il n'y a pas besoin de ce réseau. Donc, ça peut être du sans contact, comme tu fais en France. Ça peut être du QR code, photo, etc. Mais au départ, moi, c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on me dit qu'on veut éliminer les intermédiaires. Oui. Bah non. Voilà les intermédiaires. Parce que tout ce qui est électronique qui va pouvoir entretenir, donc c'est eux qui vont prendre la marche, ce sera peut-être plus les banques. Ah, alors, je ne sais pas si vous avez. Ça suscite débat, décidément. Je ne sais pas si vous avez entendu la remarque ou je vais la répéter. Je vais te dire, il est parti de la bouche. Dématérialisé, ça existe depuis 1950 en plus. Donc quand j'entends que c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est pas vrai que ça existe depuis 1950. Là, je fais des bons. Ah, alors, j'ai plein d'intermédiaires qui veulent changer. C'est tout. Est-ce que vous avez entendu la distance? Non, mais il faut passer le micro. Il faut passer le micro. Venez ici. Monsieur, venez ici, venez ici. Venez. Alors, oui, on va vous parler d'intermédiaires. Vous m'entendez? Vous entendez? Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Gaucher. Vous parlez d'intermédiaires pour éliminer les intermédiaires. Non, les intermédiaires, ils vont juste changer. C'est les personnes qui vont créer la solution de transfert électronique de paiement, tout ce que vous voulez, qui vont prendre la marge. C'est-à-dire que vous allez écarter un système financier, puisque vous ne voulez plus qu'il y ait de contrôle, entre guillemets, on va rester sur le Bitcoin, il n'y a plus de contrôle qui peut favoriser le blanchiment d'argent, enfin, tout ce qui est criminel. Écarter les banques qui ont mis du temps à se construire avec des accords internationaux et que ces blockchains ne sont pas forcément soumis immédiatement à ce même contrôle. Moi, je sais pas, moi, il y a vraiment des interpellations des choses qui me gênent dans tout ce discours, parce que j'ai l'impression, alors qu'on veut sortir de la dévalorisation du dollar, ça, je peux le comprendre. Voilà, parce que moi, pour moi, c'est ça aussi. Je peux le comprendre, chaque pays a le droit à sa souveraineté monétaire, ça, je peux le comprendre. Mais ça n'empêche que pour que une monnaie ait une valeur, il faut qu'il y ait des échanges commerciaux. Donc, on parle de stabilité dans ces pays-là. Tant qu'on n'aura pas développé l'économie locale, la stabilité de cette monnaie-là, qui vient en complément de nos remplacements, elle n'existe pas. Donc, je suis peut-être un idiot, je vous dis honnêtement, hein, mais ce que vous me proposez pour l'instant, je ne crois pas du tout. Déjà parce que la monnaie numérique, ça existe depuis les années 1950. Voilà. Vous avez rien inventé.
Ça existe depuis presque 80 ans. Ça a été décidé comment avec la société Juro, avec la garantie de la Banque fédérale américaine et de la BCE actuelle. Euh, vous essayez simplement de simplifier quelque chose et d'être le nouvel intermédiaire. Voilà, alors moi, ça suscite débat. Qui veut apporter des éléments de réponse? Peut-être, Peut-être, peut-être. Vas-y, Marwan. je t'en prie, Gilles. Ah, Je vais aller seulement faire une remarque assez générale de manière globale. Effectivement, il y a des points d'attention à avoir sur quel usage, qu'est-ce qu'on en fait de cette formidable technologie. Et il faut faire attention aux abus. Et c'est pour ça que le principal point d'attention aujourd'hui, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui permet justement eh bien, de préserver les intérêts des citoyens, de préserver, de limiter, voilà, comment dire, le niveau d'intrusivité des banques centrales ou des États, parce que la technologie permet d'aller très loin là-dessus. On a parlé de programmabilité tout à l'heure, c'est très programmable comme monnaie. Effectivement, est-ce qu'il y a, de manière générale, est-ce qu'on peut dire que le concept de monnaie électronique existe depuis longtemps sans aucun doute? La nouveauté aujourd'hui, quand on parle de CBDC, c'est que on arrive à décentraliser. Et ça, c'est strictement nouveau. C'est permis par des technologies de type blockchain ou autre ledger. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à simplifier entièrement justement le dénouement de ces transactions tout en réussissant à s'affranchir complètement d'intermédiaires et d'intrusion. Et donc ça, c'est un outil qui technologiquement est intéressant, bien entendu, sans un cadre et des garde-fous qui sont décidés dans le cadre de la gouvernance. Toutes sortes de dérives sont envisageables et sur la vision globale, on est d'accord avec vous. Merci de remonter ce point d'attention. Je vais rajouter un point sur ce que tu as dit, Marwan. Complètement d'accord, évidemment. Donc, vraiment, il y a le paiement, c'est une nouvelle façon de fermer les paiements électroniques, mais vraiment avec une forte innovation. Mais j'ai été peut-être maladroit quand je dis qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ces technologies permettent de fonctionner sans intermédiaire. Typiquement, Bitcoin, il n'y a vraiment aucun intermédiaire et il y a les risques de blanchiment, etc., que vous avez mentionnés. Mais dans les monnaies numériques de banque centrale, toutes les banques, je crois, toutes les banques centrales, il n'y en a aucune qui fait exception, veulent conserver le rôle des intermédiaires, veulent que cette monnaie centrale, cette CBDC, soit distribuée par les intermédiaires existants. Et ça a déjà été mentionné avant. Les intermédiaires, enfin, quelqu'un, je pense que c'est Gilles, a dit la Banque centrale n'a pas vocation à ouvrir une agence dans chaque ville et village. Non, ce sera la banque classique ou l'établissement de monnaie électronique qui distribuera cette CBDC. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle à deux niveaux, two-tier model, où il y a la banque centrale et les intermédiaires financiers qui sont maintenus dans le cas d'une CBDC, contrairement, par exemple, aux crypto-monnaies. Et je vais me permettre de compléter aussi, si vous me permettez. Euh, je pense aussi que personne n'a dit aujourd'hui qu'on va du jour au lendemain disrupter complètement le cash, fermer la monnaie scripturale qui existe aujourd'hui. Celle-ci existe, les deux existent depuis longtemps et je pense qu'ils ont encore vocation à exister pendant pas mal d'années. Mais peut-être la différence des monnaies numériques de banque centrale, c'est justement d'être à cette intersection entre la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, donc garantie par la banque centrale, en général, c'est plutôt du cash. Le cash pour le paiement à distance, c'est pas génial. Et la monnaie scripturale, depuis quelques décennies, c'est de moins en moins dans des registres papier, pour ne pas dire plus du tout dans des registres papier, mais dans des bases de données centralisées qui sont gérées par les banques, ces fameux intermédiaires que mentionnait Jérôme tout à l'heure. Et là, on se retrouve à quelque chose qui est au carrefour des deux et donc qui est parfois un petit peu compliqué à imaginer, qui va être du cash, mais qui sera digitalisé, numérisé, on va dire du cash qui sera numérisé, donc qui permet à la fois de faire des opérations hors ligne, on l'a dit, des opérations en ligne également, qui n'a pas vocation, en tout cas pour la plupart des pays qui sont en train d'y réfléchir, à être un instrument d'épargne. Hein. Je crois que c'est Jérôme qui l'a mentionné, mais plutôt vraiment un instrument de paiement. Donc parfois, qui aura un solde maximum qui sera capé. On parle de, par exemple, pour l'euro numérique, de 3 000 à 4 000 euros. Et donc quelque chose qui est vraiment entre les deux, qui va essayer d'être
dans une certaine mesure, un petit peu le meilleur des deux mondes, généraliser, standardiser, faire en sorte que la solution fonctionne partout et idéalement de la même manière. Et donc, effectivement, on va pas se mentir, hein, la plupart des intermédiaires, je sais plus qui l'a mentionné aujourd'hui, peuvent y voir peut-être une menace, tout comme par exemple les banques se sont senties menacées par les fintechs il y a une décennie. Euh, mais je pense qu'il s'agit là d'une résistance au changement assez naturelle. Je pense pas que la désintermédiation, en tout cas, comme l'a dit Jérôme, c'est pas, la désintermédiation est pas à l'ordre du jour. Et l'objectif est de faire une solution qui permette de satisfaire tout le monde. Je pense par exemple aux banques commerciales européennes qui ont lancé, qui sont en train de lancer, pardon, l'initiative de paiement européenne, l'EPI. L'EPI aujourd'hui, effectivement, est une solution, on pourrait dire, qui va concurrencer, mais au final, pas tant que ça, parce que la directrice de l'EPI a annoncé que le portefeuille électronique de l'EPI pourrait à la fois stocker de l'euro scriptural, mais également de l'euro numérique de banque centrale. Donc, il y a effectivement, tout n'a pas encore été complètement débroussaillé de ce côté-là, mais je pense qu'il y a plus de synergie que de bataille dans le futur. Merci en tout cas pour vos réponses. Alors, je reviens à la troisième question d'Étienne, qu'on n'a pas abordée, qui était, je pense, peut-être pour toi, Gilles. Étienne s'étonnait du chiffre que tu avançais sur les transferts d'argent internationaux. Il pensait plutôt que c'était le pays du Nord, un pays du Nord, plutôt que du Nord vers le Sud. Oui, oui, les rémittances. Donc, ces transferts internationaux, bon, évidemment, il y a énormément de transferts internationaux qui sont des transferts de business à business. Ici, on parle plus de transferts entre particuliers qui se font effectivement en général des pays développés vers les pays en voie de développement. L'Afrique subsaharienne, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, 53 milliards de dollars annuels. C'est des montants qui sont loin d'être négligeables de la diaspora africaine vers ces pays-là. Maintenant, effectivement, la rémittance, ça va en général dans les deux sens. Il y a des pays qui sont plus ou moins à l'équilibre. Il y a des pays comme, je sais pas moi, la Russie, les États-Unis qui envoient beaucoup d'argent et qui en reçoivent assez peu. Donc, j'ai peut-être un petit peu simplifié, mais effectivement, la rémittance ne va pas que du nord vers le sud, naturellement. Personne à personne pour comprendre. Bon, ben, la réponse est applaudie. Est-ce qu'il y a, alors on a un peu débordé, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait un vrai débat, donc c'est bien. Une dernière question? Oui? Ils veulent voir ma tête. Ouais, Oui, bonjour à tous, merci de cette présentation. Juste une question pratique. Est-ce que j'ai bien compris la dématérialisation du transfert d'individu à individu, mais si on n'est pas dans la même monnaie, par exemple, on parle des rémittances, j'envoie de l'euro et mon correspondant, lui, reçoit des NERA ou du Dalassi, etc. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y a un intermédiaire, ne serait-ce que pour faire le change. Donc, comment ça marche? Parce qu'à ce moment-là, donc, on retombe dans un système bancaire tel qu'il est aujourd'hui. moi, ça suscite des vraies questions. Western Union, ça. Tu veux Je peux répondre? peut-être, je peux peut-être donner une piste de réponse. On est encore, c'est encore un petit peu tôt pour donner la forme finale que prendra ça, que cela prendra. Mais je parlais tout à l'heure donc d'une plateforme, d'un registre unifié et d'une plateforme d'interopérabilité. Clairement, effectivement, il y aura une partie FX dans cette plateforme pour pouvoir passer d'une monnaie numérique de banque centrale à une autre monnaie numérique de banque centrale, et donc de faire des conversions entre les différentes devises. Euh, Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il y en aura plusieurs qui seront en compétition? C'est encore un petit peu tôt, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Mais effectivement, cette interopérabilité entre les différentes monnaies et le calcul des taux de conversion, la traçabilité, l'instantanéité, c'est des points de vigilance qui sont extrêmement importants. Et je ne sais plus si c'est Marwan ou Jérôme, peut-être probablement les deux qui l'ont mentionné.
Il y a un aspect réglementaire, évidemment, quand on passe d'un pays à un autre, on doit respecter deux juridictions. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. La forme finale que prendront ces plateformes d'échange, c'est encore peut-être un petit peu tôt pour le. En tout cas, moi, mon expertise s'arrête là, mais effectivement, il faudra des plateformes d'échange internationales pour pouvoir permettre ça, que ce soit pour les monnaies numériques de détail, mais également celles de groupe. Un complément. Très simplement, si vous avez excellent dans la réponse, c'est qu'en fin de compte, si c'est des monnaies numériques de banque centrale, elles travaillent en devise, donc elles sont capables de faire la conversion avec le taux de change directement. Exactement, tout à fait. Écoutez, on a pu déborder du coup que le sujet intéressait. Merci à nos trois intervenants, sud de la France, Maroc et Madagascar. Merci Marwan, merci Gilles, merci Jérôme. Prochaine conférence de la commission, je crois que fin septembre, on parlera de l'agriculture numérique, sujet d'importance. Et en décembre, si je ne dis pas de bêtises, on parlera éducation et numérique. Si ma mémoire est bonne. Merci à tous. Et puis, tout ça fait la période, excellent congé à tous, parce que ça commence à arriver. Et on va